j'avoue que je me trouve dans une situation, comme tu l'indiquais, qui est un peu schizophrène. Je suis avocat, je suis relativement habitué à ce type de contentieux depuis quelques décennies, président de la LICRA. Et c'est vrai que je n'ai pas du tout mauvaise conscience en tant qu'avocat à défendre la thèse que je vais défendre aujourd'hui devant vous, et qui est parfaitement résumée d'ailleurs par le propos que Basile vient de tenir, s'agissant de provocation au terrorisme, enfin l'apologie de terrorisme, en disant mais finalement tout ça, ce ne sont jamais que des délits d'expression. Et moi, c'est vrai que ça me fait bondir d'entendre ça. Je le dis clairement, ça me fait bondir. Qu'est-ce que c'est qu'un délit d'expression? Qu'est-ce qui différencie un délit d'expression d'un délit de droit commun? J'aimerais qu'on m'explique cela. Le viol, c'est quoi? C'est un délit à caractère sexuel. C'est un délit ou un crime sexuel. L'ABS, c'est quoi? C'est un délit à caractère financier. Le harcèlement, c'est quoi? C'est un délit dans le domaine du droit social. Alors pour moi, quand tu emploies ce terme de délit d'expression, ben voilà, c'est une définition qui va le faire entrer dans une catégorie. Mais en quoi serait-il moins délit qu'un autre délit? Et c'est la question qui est posée, et qui est posée effectivement dans le climat social qui est aujourd'hui le nôtre. Et je réfute totalement, mais vraiment, et avec fermement, et je dirais même violemment, cette conception qui consisterait à dire, ah, finalement, ces délits de la loi de 1972 que le législateur a estimé devoir intégrer dans la loi de 81. Je rappelle quand même que la loi de 1972, ce qui n'est pas si fréquent, surtout dans ce type de loi, est une loi qui a été votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. 1972. Et je sais qu'on me jette souvent ça comme étant une sorte de provocation, je ne suis pas le seul d'ailleurs à tenir ce propos, mais qui est pour moi un truisme. Hein. Depuis la loi de 1972, le législateur, la loi française, pose comme principe que l'expression du racisme, non pas le racisme, parce que finalement tout le monde a le droit d'être raciste, c'est un droit individuel. Si vous avez envie de tapisser votre salon de croix gammées et de slogans les plus épouvantables, personne ne viendra vous chercher chicane. C'est l'expression qui devient un délit. Et effectivement, je l'affirme, et je n'ai pas honte de le faire, et haut et fort, effectivement, et je m'honore, et je considère que la France doit être honorée de cela, nous considérons que l'expression raciste est un délit, et effectivement, quand on me donne en exemple les États-Unis d'Amérique et le premier amendement, lorsque je vois effectivement le Ku Klux Klan qui aujourd'hui ne prend même plus l'élégance de se dissimuler le visage derrière ces chapeaux turlututu ridicules, mais maintenant qui viennent avec leurs casquettes de baseball et leurs battes de baseball pour aller dire les Noirs sont ceci, mort aux nègres, etc., et que la police est là en restant en disant on est désolé, premier amendement, tant qu'il n'y a pas un mort, on n'intervient pas. C'est pas mon modèle. Voilà, je le dis clairement, c'est pas le modèle. Je ne crois pas que ça soit le modèle de la France, et je ne crois pas non plus que c'est le modèle qu'a voulu imposer notre législateur. Donc le cadre juridique, il est parfaitement clair. Alors il était adapté, effectivement, sans doute en 1972, mais il n'aura échappé à personne que nous ne sommes plus en 1972 et qu'on est encore moins en 1881. Et on a fait effectivement des choix, et Basile le rappelait tout à l'heure, et il a parfaitement raison de le rappeler. Il y a eu combien d'entorses qui ont été faites depuis, et notamment effectivement la question de la prescription, qu'on a faite d'ailleurs qu'à moitié. Puisque, comme vous le savez, on a considéré que la prescription s'agissant des délits racistes doit être portée à 1 an au lieu de 3 mois, mais pour les délits et pas pour les contraventions. Je veux dire qu'on est dans une situation qui est une situation complètement empirique, avec les choses-trappes qui sont posées par la loi, et on en parlait tout à l'heure avec monsieur le conseiller Montfort, cette espèce d'aberration du comptage des alinéas qui va changer au gré de telle circulaire ou de telle décision de la Cour de cassation, qui va conduire à l'annulation de poursuites en cascade, simplement parce qu'on visait l'alinéa 6 au lieu de viser l'alinéa 8. Mais comment voulez-vous que nos concitoyens, que le justiciable comprenne quoi que ce soit à cela? Et qu'est-ce qu'on renvoie comme image à nos concitoyens? Qu'effectivement, les délits à caractère raciste, quels qu'ils soient,
sont des délits de deuxième classe, des délits d'opinion. Puis de toute façon, la meilleure preuve, c'est que vous allez passer devant la 17e. Et qu'à la 17e, effectivement, vous rendre une justice qui devrait être d'ailleurs, et là je reprends Basile, qui devrait être la justice appliquée dans toutes les chambres des tribunaux correctionnels de France et de Navarre. C'est ça qui devrait être la règle. Mais on sait tous ce qu'il en est. Et je me souviens de ce président de la 17e qui venait nous expliquer doctement et justement que la 17e était devenue le pré du XXe siècle, car nous étions à l'époque au XXe siècle et pas encore au XXIe. Et effectivement, plutôt que se jeter un gant, un cil ou que sais-je encore, on se jetait des citations à comparaître devant la 17e, où on passait des heures et des heures et des heures à savoir si M. Untel a été diffamé ou pas, pendant qu'en dessous, on délivrait des mandats de dépôt pour des années, voire des siècles de prison. C'est le fonctionnement de notre justice aujourd'hui. Mais comment voulez-vous que nos concitoyens y comprennent quoi que ce soit ? Lorsque vous avez, et là, je fais l'autocritique, non pas de l'avocat, mais du président d'association, et je le dis, et je vous invite d'ailleurs, les universités de la LICRA la semaine prochaine sont consacrées au droit à l'humour. Et je vous invite tous à y participer, à y assister. Il y a des invitations. Ça va être passionnant parce que je veux qu'on mette le problème à plat, effectivement. Il existe d'ailleurs une jurisprudence de la 17e, confirmée par la 11e, qui est parfaite sur ce droit à l'humour. Je crois qu'il n'y a rien à y changer. Et je suis de ceux qui considèrent qu'il n'y a absolument aucune censure en France, aucune. Le vrai risque, d'ailleurs, ça sera un des thèmes, pardon de cette petite parenthèse, c'est pas la censure, c'est l'autocensure qui aujourd'hui qui est extrêmement grave. Que les humoristes s'appliquent eux-mêmes, d'ailleurs. Et pour certains, on peut le comprendre, très honnêtement. Donc, je fais mon autocritique et l'autocritique de l'association que je préside. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de procédures que nous avons initiées qu'aujourd'hui, on n'initierait plus. Voilà. Et je veux d'ailleurs saluer les évolutions du côté du parquet, car il fut un temps où toutes les poursuites étaient initiées par les parties civiles, et je considère que c'est un échec d'une certaine façon, et que ces poursuites doivent avoir pour initiative le parquet. Mais je reviens à notre sujet, sur la loi de 1881, appliquée aux délits à caractère raciste et l'incompréhension de nos concitoyens. Je ne parle pas de l'humoriste qui va passer à la 17e, à tort ou à raison d'ailleurs, et qui, dans 99,99% des cas, va être relaxé. Et d'ailleurs, il n'y a pratiquement plus de poursuites sur ce terrain-là. Je vous parle du hard, hein, du solide. Et Dieu sait, pardonnez cette expression fort peu laïque pour le président d'une association laïque, Dieu sait que des idéologues du racisme et de l'antisémitisme, aujourd'hui, il y en a, et de sérieux. Ben, moi, je suis désolé, je considère qu'ils ne sont pas justiciables de la justice d'exception de la 17e et de la loi de 81. Et d'ailleurs, on le voit bien, puisque Basile disait les condamnations sont de plus en plus sévères. Enfin, écoutez, vous avez un exemple célèbre à la 17e. Hein, je ne citerai pas son nom, je ne tire pas sur les ambulances, surtout en ce moment. Mais quand on a été condamné 9 fois pour le même délit, et qu'on en est encore à des amendes avec sursis, moi, je pose la question du justiciable lambda qui va comparaître pour un abandon de famille, qui va comparaître pour des délits à caractère routier, qui va comparaître pour des délits économiques, et qui, la première fois, on lui dira « on vous envoie un avertissement, monsieur », mais la deuxième, attention. Quant à la troisième, mais quand vous avez déjà 4 condamnations à votre casier judiciaire et qu'on continue à vous appliquer exactement la même sanction que vous allez porter comme la Légion d'honneur à votre... Parce que c'est ça dont il s'agit. C'est plus une condamnation pénale. C'est plus une condamnation pénale. Quelle est la vocation de la condamnation pénale à partir du moment où, en fait, vous avez le prévenu qui fait un bras d'honneur au tribunal, la plupart du temps, qui fait venir ses groupies dans la salle et qui chauffe l'ambiance, un président qui, parce qu'on est à la 17e, j'ai assisté à des scènes surréalistes quand même, notamment, je vais donner un exemple pour que les choses soient claires, une audience, j'en parle d'autant plus à mon aise, que les acteurs n'y sont plus. Ce personnage comparé à la 17e, nous, ça fait des années qu'on le poursuit et qu'on n'arrive pas à exécuter nos décisions. Lorsque le président me donne la parole pour poser une question, je demande au prévenu quelle est sa profession. Je la connais. Je lui demande où est-ce qu'il travaille. Je lui demande son employeur. Je lui demande son adresse. Et qu'il refuse de donner. Et il donne l'adresse de son théâtre. Président de la 17e, lorsque je dis non, je veux avoir l'adresse, il me dit mais vous avez l'adresse. Je dis mais enfin, monsieur le président, a-t-on déjà vu un prévenu en correctionnel qui donne l'adresse de son employeur? Ben voilà. Voilà, effectivement, et je n'ai pas eu l'adresse. Que l'on m'explique où est l'application de la loi.
dans cette justice qui est une justice rêvée. Effectivement, moi j'aimerais bien, quand je défends un chef d'entreprise pour ABS, j'aimerais bien qu'on m'applique effectivement le même temps d'audience, la même... C'est pas ça, vous le savez, vous êtes des praticiens également du droit pénal et vous savez très bien que c'est pas ça. Donc je pense qu'effectivement, dans l'incompréhension de nos concitoyens à l'égard de la justice en général, cela y concourt. On nous dit le racisme, l'antisémitisme, c'est extrêmement grave. C'est un trouble à l'ordre social qui est terrible. Mais la solution judiciaire, loi de 81, protection, etc. Alors, quelle est la solution pour nous? L'une des solutions. Je ne veux pas révolutionner le droit. Je veux simplement qu'on revienne à des choses évidentes. Cette loi de 81, pour plein de raisons, elle est totalement anachronique. Enfin, il aura échappé à personne que la presse n'est plus la même en 2015 qu'en 1881. Aujourd'hui, notamment avec Internet, on va en parler, on en parle beaucoup, enfin, chacun d'entre nous est un éditeur. Rappelons quand même l'essence de la loi de 81, qui est une loi de protection de la presse, non pas de répression de la presse. Il s'agit de protéger la presse, et il faut protéger la presse, mais protéger la presse. En quoi Alain Soral doit bénéficier de la loi qui protégeant la presse? Enfin, je veux dire, c'est une question de fond qui est posée, et qui est absolument essentielle, et qui est posée aux législateurs. Et je prétends qu'à partir du moment où ces gens-là, et je comprends bien qu'il y a une émotion légitime, qui n'a peut-être pas le champ que Basile disait tout à l'heure, l'ensemble des praticiens du droit seraient, etc. Je rappelle quand même que nous sommes à l'origine d'une pétition signée par 100 de nos confrères, non des moindres. Alors c'est sûr qu'il y a des gens qui sont des provinciaux dedans. C'est vrai, je dois reconnaître cela. Je dois reconnaître cela parce que hors de la 17e, point de salut. On le sait bien. Il existe quelques autres chambres de la presse qui ne sont pas mauvaises, d'ailleurs, en France. Hein, je tiens quand même à le rappeler. Je voulais le dire, justement. Voilà, mais, je voulais dire qu'elles sont excellentes aussi. Voilà. Et on prend autant de temps à Lyon comme à Nice ou à Marseille. Voilà, il n'y en a pas à Nice. Voilà, mais voilà un bel exemple. Voilà un bel exemple. Pardon, là on est sur la galéjade et je sais que Basile ne m'en veut pas. Mais voilà, on a une conception quand même. Je m'inclus dedans, hein, que je sois clair. Je ne me tire pas une balle dans le pied, mais une conception qui est un petit peu élitiste quand même de tout ça. On se fait plaisir avec notre loi sur la presse, franchement, et je suis de ceux qui se fait un immense plaisir de ce travail intellectuel qui est d'une technicité terrible, mais sur le plan pratique, sur la réalité quotidienne. Je vais vous donner deux exemples, et je faisais tout à l'heure cette confidence, pardon d'être un peu long, mais je termine. Ça me paraît important. Quand je dis, mais, bon, loi de 81, ok, très bien, mais alors, commençons par une chose de grâce, commençons par la connaître, et commençons d'ailleurs par le fait que les magistrats la connaissent. Pourquoi est-ce que je veux sortir la loi des délits de racisme sur la loi sur la presse? Décision. Tribunal correctionnel, on va me dire, ah ouais, Coutances, la Manche. Voilà un multirécidiviste du négationnisme, mais alors un solide, tout le monde le connaît. Hein. Le tribunal en a tellement marre, il a un casier comme ça. Alors le tribunal, il dit, ça suffit. Le tribunal le condamne à 2 ans ferme. 2 ans ferme. Il y a juste un tout petit problème. Petit problème. C'est que la loi ne prévoit un maximum que d'1 an. D'accord? On se couvre de ridicule. Pardon, je suis désolé, mais on se couvre de ridicule. Alors, on va me dire que ça, c'est pas grave. Il y a un appel et puis la Cour y remet bon ordre. Allez, je vous le concède. Exemple, dans l'opinion publique, hein, un type, bon, pour ceux qui connaissent ça, qui se faisait appeler Jo le Corbeau, c'est ce type qui va faire une quenelle, pas tout à fait n'importe où. La quenelle, bon, il va la faire devant l'école Ozar HaTorah, qui est, comme vous le savez, l'école où Mera a tué des enfants juifs. Trouble et... Bon, d'accord? On identifie le type. On le poursuit. On est à Toulouse. Parquet, on va y aller. Et on y va. On se plante dans les poursuites. Article 53. Le type ne sera jamais poursuivi, le type ne sera jamais condamné. Terminé, rideau, fini.
Là, vous allez me dire, on est à Toulouse. Alors venons à Paris. Pardon, Madame la Présidente, mais 15 septembre 2015, c'est pas vieux quand même, hein? 15 septembre 2015. Et il n'y a rien à dire sur cette décision. Rien à dire. Rien à dire. Poursuite parquet Paris. On connaît un petit peu la question. Une affaire qui, pour nous, est loin d'être anodine également, puisqu'il s'agit de personnages que l'on connaît bien, avec déjà un beau casier. Le tribunal, non, peut-être pas sur le casier, mais en tout cas, on le connaît. On le connaît. Enfin bon, peu importe, je retire ça si je n'en sais un peu. Honnêtement, je veux bien. C'est possible. C'est possible. Mais toujours est-il que, même chose, mauvais visa dans la citation, poursuite annulée. Alors, forcément, moi je me dis, mais c'est quand même trop facile, quoi. C'est quand même trop facile. Et il y a une solution à ça. Et là, on n'est pas, attention, il ne s'agit pas de patron de presse, là, il ne s'agit pas du directeur de la publication du Monde ou de tel ou tel humoriste qui aurait fait une mauvaise blague sur telle antenne. Non, non, là, on est sur de la délinquance avec des conséquences dans l'ordre social qui sont gravissimes. C'est-à-dire des gens qui sont des idéologues du racisme et de l'antisémitisme, qui échappent à la loi et à l'application de la loi, parce que, et là, je rends hommage et honneur à nos confrères, hein, ils font leur boulot. Et je ne vais pas, moi, critiquer les magistrats qui rendent des décisions qui sont conformes à la loi et à la jurisprudence. Je dis simplement, c'est quand même un petit peu facile. Voilà. Et il est temps peut-être de ramener ça là où ça doit être, c'est-à-dire au niveau du droit commun. Je passe par ailleurs sur un autre élément qui me paraît absolument essentiel, et je termine, qui est tout simplement celui de la réponse pénale. Enfin, est-ce qu'on peut imaginer l'adéquation d'une réponse pénale à ce type de délinquance lorsque la décision est rendue, dans le meilleur des cas, 18 mois ou 24 mois après que les propos ont été tenus? Mais qu'est-ce que c'est que cette justice où on a quelqu'un qui va tenir des propos violents ou écrits à caractère raciste, antisémite, et le type va être jugé 18 mois, 24 mois plus tard, sans parler de l'appel. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et je dis que ces gens-là n'ont pas à bénéficier. Je ne veux pas mettre aux orties et à la poubelle la loi de 81. Je dis simplement qu'il y a un certain nombre de délinquants, une forme de délinquance qui ne doit pas relever de cette loi. Et cette question des délais est une question qui m'apparaît absolument essentielle. Alors on me dit, ah oui, mais tu es avocat quand même. Est-ce que tu te rends compte que si tu sors la loi les délits racistes de la loi sur la presse, tu vas ouvrir le champ terrible de la comparution immédiate. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé en matière de provocation. Je dois reconnaître que je pense la même chose que vous. Mais évidemment, mais ce n'est pas parce qu'on a une mauvaise application. Le problème est celui général de la comparution immédiate. Et on sait très bien qu'il y a un certain nombre de dossiers qu'on le retrouve en comparution immédiate, qui n'ont pas à être en comparution immédiate, clairement, qui est devenu une espèce de poubelle. Mais en revanche, il est aussi évident de considérer qu'il y a un certain nombre de dossiers qui ne relèvent pas aujourd'hui de la comparution immédiate, qui doivent en relever. Je vous donne un exemple, et je termine là-dessus. Prenez un type, que ce soit un dingue ou pas, peu importe, ou un idéologue, prenez un type qui va se mettre sur la place de la République et qui va se mettre à hurler « mort aux Noirs ». Mort aux Noirs, je veux que tous les Noirs soient, ils sentent mauvais, ceci, cela, etc., ils courent plus vite, enfin bon, tous les vieux poncifs racistes, vous pouvez prendre ça sur qui vous voulez, les juifs, les homosexuels, tout ce que vous voulez, d'accord? Et le type est dans la provocation totale, et dans mon exemple, il provoque même non seulement à la haine, mais au meurtre. Allons-y, gaiement, il faut les exterminer. Police arrive, arrête le type, et qu'est-ce qu'on en fait? Expliquez-moi, qu'est-ce qu'on en fait? Convocation par officier de police judiciaire, citation directe devant la 17e, sera jugé dans 2 ans. On me dit, ah, surtout pas de comparution immédiate. Mais elle sert à quoi la comparution immédiate? Si dans ce cas-là, on n'est pas dans le cas topique de la comparution immédiate, alors qu'on m'explique à quoi sert la comparution immédiate. Si on n'a pas la réponse pénale immédiate à ces propos d'une violence et d'une dangerosité, parce que
n'oubliez pas tous les faibles qui entendent cela, enfin, sur les réseaux sociaux, etc. Et on sait très bien qu'il y a il y a les criminels de papier, hein, un problème que je connais bien dans d'autres domaines et pas si éloignés, et puis il y a ceux qui exécutent. Il y a ceux qui exécutent, et moi je pense qu'il y a un fil d'Ariane total entre l'idéologue qui, lui, n'a pas de sang sur les mains, mais qui est à l'origine du sang. Ben voilà, nous, on nous dit, ben, on est désolé, hein, il y a la loi de 81, c'est pas possible. Voilà, ben, moi, je pense que nous sommes dans l'erreur, vraiment. Et ça me désole de vous dire ça. Ça me désole de vous dire ça, parce que, je veux dire, je termine par là, parce que, allez, on agite un chiffon de papier, hein, je vais laisser monsieur le délégué interministériel défendre ça, mais je vais vous dire, je termine là-dessus. Nous, ce n'est pas un phénomène de mode. Hein. Ça fait 20 ans qu'on le demande. Ça fait 20 ans qu'on le demande. Ah, donc, ce n'est pas un phénomène de mode. Et c'est vrai que pour des raisons X ou Y, d'opportunités, de situations, bon, allez, le gouvernement, et je dirais même le chef de l'État, s'était avancé sur ce sujet. Alors évidemment, branle-bas de combat chez les terribles, il y a un projet de loi, etc. Moi, je vais vous dire, je vais vous rassurer, hein. Je pense que nous avons gagné, nous, une victoire intellectuelle, mais dans les faits, ça ne se fera jamais. J'y crois pas, je vous le dis. Je pense que le gouvernement va renoncer, qu'il ne le fera pas. J'espère me tromper. Et j'en suis profondément désolé, parce que c'est encore une fois un effet d'annonce qui, je sais que je jette un caillou dans le soulier de mon ami le délégué interministériel, mais je lui ai dit, et il sait que je n'ai pas l'habitude d'utiliser la langue de bois, moi, j'y crois plus. Je crois que la volonté politique est là, mais que les difficultés techniques, et puis le lobby. Le lobby. C'est vrai que vous faites un très bon boulot. Et le lobby d'un certain nombre d'associations. Oui, mais j'ai l'habitude de dire ce que je pense, donc je l'exprime, même si ça ne fait pas plaisir, c'est pas grave. Je pense effectivement que le poids, notamment d'un certain nombre de confrères et d'associations qui sont absolument opposés à cela, sera plus fort que l'évidence de la nécessité de ce changement. Voilà pour ce réquisitoire, Monsieur le Président. Merci beaucoup.